Et du coup, on va vous parler d'intégrer KMP dans une application. Donc un petit disclaimer ici, on va pas parler on va parler juste de notre ressenti. On va pas parler des performances pointues ou des choses comme ça. C'est plus notre ressenti sur l'intégration dans la vie de tous les jours, comment on s'est senti avec KMP dans une application. Et parce que c'est une application assez simple, comme vous le dira Florian, et du coup on n'avait pas vraiment besoin de performance à part pour la UI qui, ça, on n'est pas, enfin, on veut vraiment que comme ça touche directement l'utilisateur, ça, on est intransigeant là-dessus. Du coup, est-ce que déjà il y a des gens qui connaissent pas KMP ici? Bah, c'est cool ça. Ça ira beaucoup plus vite. Il y a quand même un micro. Ça a été KMM un moment avec le multiplateforme mobile, c'est redevenu KMP. Mais oui, du coup, c'est Kotlin et JetBrains qui, en plus de tous ces outils de développement, après avoir fait un langage de développement, s'est dit, bah, il marche super bien, donc je vais faire en sorte qu'il marche et sur les serveurs et sur toutes les applications, sur tous les supports possibles pour faciliter le développement. Et donc, nous, ce qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui, là, ça va être l'intégration dans Android et iOS. On n'a pas touché à tout le reste, on a juste touché à juste ces deux morceaux et c'est déjà pas mal. Et comme on aime vraiment les apps natives, et parce que c'est réactif, donc on n'aime pas trop Flutter ou React Native. Et aussi, ce qui nous intéressait dans Kotlin Platform, c'était vraiment de pouvoir garder notre interface utilisateur qui répond. Et ça, c'est Florent qui vous l'expliquera tout à l'heure. D'ailleurs, je te passe la main tout de suite. Je m'explique. C'est Merci. quoi le contexte de l'application? Ouais, alors du coup, pardon, hop, la télécommande. Du coup, on va vous amener un peu dans notre aventure avec KMP et vous allez voir, ça a été une aventure qui parfois était un peu semée d'embûches. Euh, donc ça a commencé avec le début d'un nouveau projet sur Android et iOS. Il s'agit d'une app à destination des étudiants où ils peuvent avoir leur carte, profiter de réductions et accéder à certains services de leur établissement tels que la bibliothèque, le restaurant universitaire, etc. Et en fait, sur ce projet-là, on avait beaucoup de features à implémenter, mais pas beaucoup de temps. La UI était pas très compliquée, mais il y avait quand même pas mal de boulot dans tout ce qui était récupération des données depuis le serveur, logique métier, etc. La partie un peu chiante dans une app. Et on s'est dit, ben, qu'est-ce qu'on va faire pour gagner du temps? Est-ce qu'il n'y a pas des choses qu'on pourrait mettre en commun? Et c'est pour ça qu'on s'est tourné vers KMP. À l'époque, c'était pas encore stable, mais à l'Unabi, on aime bien tenter des trucs, donc on s'est dit banco. Euh, et la première question qu'on s'est posée, c'est ben, qu'est-ce qu'on met en commun? On aime bien avoir une architecture multimodulaire où chaque module va avoir sa propre responsabilité. Et du coup, on se disait, ben, est-ce qu'on met en commun juste le module remote qui va traiter les appels réseau? Ou alors le module storage pour tout ce qui est gestion du cache, base de données locale? Ou alors uniquement la logique métier? Ben, en fait, on a réfléchi et ben, on s'est un peu pris pour des super-héros à tort ou à raison, mais on s'est dit, on va mettre tout en commun jusqu'à même avoir une logique UI commune. Vraiment faire en sorte que les deux apps affichent la même chose et exactement le même comportement. Pardon. Et ça a encore plus pris pour des super-héros parce que c'était une app qui était déjà en production en fait. C'était un petit challenge. En fait, on a récupéré l'app d'anciens prestataires et du coup, on s'est dit, bah, pour les nouvelles features, on va toutes les faire en KMP. Et on aime les challenges, mais on a quand même voulu faire les choses bien. Du coup, on a quand même mis en place une vision de la clean architecture dans tout le code partagé. Je vais pas forcément trop rentrer dans les détails maintenant, mais si jamais vous voulez, on pourra y retourner plus tard. Mais ce qui est important, c'est que du coup, les deux apps, Android et iOS, ne connaissent que le module shared qui va s'occuper d'avoir le code commun. Et en cascade, le module shared va connaître domaine qui va gérer
la logique métier, et le module DI, lui, va s'occuper de faire l'injection de dépendance avec Ilt pour Android ou Coin, ou Coin, je sais pas comment on dit, c'est sujet à débat, sur iOS. Voilà. Et du coup, sur le papier, ça a l'air bien. Mais en fait, on est dans la vraie vie et il y a des problèmes qui arrivent parfois. Hop. Effectivement, premier problème qui peut se poser, c'est Gradle. Parce que, bon, soyons honnêtes, c'est quand même pas la partie la plus simple du développement Android, et la configuration d'un projet avec Gradle. C'est un peu plus simple maintenant qu'on peut écrire en Kotlin au lieu de Groovy, mais bon, ça reste quand même ardu, surtout pour des devs iOS. Donc il faut essayer de rendre ça le plus simple possible pour que ce soit compréhensible pour les deux plateformes. On a tâtonné un peu avant de trouver comment s'y prendre, de la façon qui convienne le mieux à l'équipe. Et on a découvert un peu les Gradle, les composites, et les build composites en fait. Et du coup, ça permet de séparer entièrement la configuration des builds entre Android d'un côté et KMP de l'autre. Et donc, ça permet d'inclure tout ce qui va se passer dans Gradle de KMP, mais de séparer bien les deux projets. L'autre problème qu'on avait, c'était que dans tous les repos d'exemple, en fait, c'était des mono-repos où ils avaient iOS et Android et KMP dans le même truc. Et nous, ça nous plaisait pas trop parce qu'on aime bien séparer les choses pour être sûr de voir d'où vient le problème et corriger ça plus facilement. Et au cas où on s'était un peu trop pris pour les super-héros, pouvoir faire marche arrière assez rapidement. Et surtout aussi, de notre côté, d'habitude, on a toujours un repo pour notre app Android, un repo pour notre app iOS. Et chacun a sa CI/CD, chacun se débrouille. Et quand le client nous a donné son projet, il avait lui aussi un repo Android, un repo iOS. Du coup, c'était une app en prod, on l'a dit, et du coup, il y avait des attentes de features, donc il fallait que ça aille vite. Et donc, on réutilise notre propre CI/CD et tout ce qu'on avait déjà. Et un des autres trucs, c'est que ouais, si on a un repo, après, ça va être comment on va gérer toutes les branches, etc. sans casser l'autre plateforme. Donc on avait un peu expérimenté de notre côté, on n'est quand même pas foufou. On a commencé sur des petits projets, mais là, sur un gros projet, on ne savait pas trop comment s'y prendre. Et là, heureusement, il y a Git submodule à la rescousse. Donc comment ça marche un sous-module, le Git? En fait, ça va être un autre repo qu'on va pouvoir inclure directement dans notre repo. Donc là, on a notre repo Android, notre repo iOS. Et comme KMP est un module totalement à part, qu'on peut compiler comme une librairie, etc. Mais qu'on va quand même embarquer dans notre repo pour éviter de faire tout ce qui est chiant de publish, de pull, etc. Alors, les sources directement dans notre projet, donc avec Composite qui permet de faire ça, plus les submodules pour pouvoir choisir quel commit on veut pointer sur le repository. On peut très rapidement faire des changements dans notre sous-module et les compiler et les avoir directement dans nos projets. Et grâce à ça, en plus, du coup, c'est qu'on a notre repo, et donc notre repo KMP a sa propre CI. Donc dès qu'on va faire une PR sur ce repo, on va pouvoir checker la compilation. On va pouvoir, grâce à notre CI, vérifier avec Coin, du coup, qui fait de la compilation au runtime, qu'il n'y a pas disons des outils spéciaux pour permettre de vérifier que ça marche bien. Et dans le futur, des tests unitaires, mais ça, tester, c'est douter, donc pour l'instant, on n'en a pas mis. Donc, est-ce que vous êtes prêts à avoir du code maintenant? Du coup, on va plonger un peu dans l'app en question. Et du coup, pour ça, on va prendre une feature assez simple qui est la liste des adresses de l'utilisateur. En fait, l'utilisateur peut commander des choses via l'app et du coup, il va devoir définir des adresses de livraison ou de facturation. Et du coup, on a cet écran qui les présente avec à gauche ce Android et à droite, non, l'inverse, pardon. En jaune Android et en bleu iOS. Donc cet écran, il va avoir 5 états différents.
les idle, loading, empty, data avec la donnée et l'état qu'on n'aime pas trop mais qui existe, l'état error. Euh, et du coup, bah, comment on traduit ça côté code? Bah, on va créer pardon, une interface et avec différentes implémentations, donc error, idle, loading, empty, data. Donc ça reprend exactement ce que j'avais, les 5 états que j'avais tout à l'heure. Donc une fois qu'on a défini ça, on se dit ben, comment on va faire pour transmettre cette UI state à nos deux plateformes. Et du coup, on a mis en place un shared view model. Donc en fait, c'est une sorte entre guillemets de petit view model qui va être commun aux deux plateformes. On va d'abord définir l'interface. Donc on voit que ce ViewModel a comme variable notre UI state en flow, comme ça on peut écouter enfin, se mettre à jour s'il y a un changement d'état, de loading à data par exemple. Et on va faire son implémentation. L'implémentation c'est relativement simple. Grosso modo, ce qui se passe, c'est que on a le use case qui va récupérer les adresses de l'utilisateur. S'il y a de la donnée, on dit que le UI state il est en data. Si il n'y a pas de données du coup, mais que le fetch est en succès, bah, du coup c'est qu'on n'en a pas, on en a empty. Sinon, on est en loading. Et s'il n'y a aucun des cas précédents, bah, c'est un cas qu'on ne sait pas gérer, donc on affiche une erreur. Et du coup, niveau Android, bah, on va retrouver nos vues modèles. Donc, en l'occurrence, comme j'ai dit tout à l'heure, on utilise int pour l'injection de dépendance. Donc, on a la belle annotation int view model. Et on va utiliser la délégation. Je sais pas si ça se dit comme ça en français. Le pattern delegate. Voilà. Pour justement passer notre shared view model à notre view model. Et en fait, notre view model Android va être une implémentation de ce view model là et on va pouvoir récupérer la variable UI state. Et du coup, en compose, vu que toutes les nouvelles features ont été faites 100% en compose, ça va se traduire comme ça. On va récupérer notre view model dans notre composant grâce à it, et on va pouvoir récupérer notre UI state, qui est du coup un myAddress UI state, et en fonction de son état, afficher, ben, si c'est un loading, on affiche le composable de loading, empty et l'empty, etc. Et le data content quand on a de la data affichée. Sur Android, c'est facile, tout est en Kotlin, donc tout va bien. Moi, en tant que dev Android, j'étais content. Par contre, sur iOS, c'est potentiellement une autre histoire. Du coup, je vais vous parler de mon expérience en tant que développeur iOS avec Kotlin multiplateforme. Déjà, mis à part cette partie, on a une première surcouche côté KMP où on va devoir utiliser l'injection de dépendance Coin. Donc on va devoir faire des iOS view model pour justement communiquer avec KMP. Puis après, vu que dans nos apps on utilise SwiftUI, c'est le compose d'Apple en gros, on va devoir respecter un protocole Observable Object. Donc on va devoir refaire encore une nouvelle surcouche pour pouvoir communiquer avec KMP. Donc là c'est l'exemple, c'est un truc assez simple. On va juste déclarer le view model iOS myAddressList et après le mapper en UI state. Pourquoi on doit le mapper? Ça c'est une autre problématique, c'est que KMP va pas nous renvoyer du code qu'on peut appeler Swift friendly. C'est par exemple, si je prends l'exemple de l'UI state, nous on va récupérer ça côté iOS. C'est lisible, c'est utilisable, mais c'est pas ce qu'on a l'habitude de faire côté iOS. Donc, du coup, on va le mapper en enum, qui est beaucoup plus lisible pour nous. Et après, ça permet par contre, effectivement, de pouvoir se concentrer sur la UI de façon simple et efficace avec le code généré pour les deux plateformes par KMP. Donc ça, c'est le côté fun qui marche bien. Donc maintenant, on va parler des choses qui sont pas si simples. Donc on va évoquer tout ça.
Déjà, pour commencer, à chaque fois qu'on va faire une modification pendant le dev iOS sur KMP, même un print de debug par exemple, on va devoir recréer le framework KMP, compiler KMP pour iOS. Donc du coup là par exemple 274 secondes pour un print de debug, ça fait chier. Donc on n'a pas encore investigué dessus, on est en train de le faire, on va chercher des solutions. Euh, Deuxièmement, l'interopérabilité KMP, Swift, Objective-C. Pour le moment, KMP c'est compilé en Objective-C. JetBrains était parti dessus. Donc ça, c'est le vrai UI state que moi je récupère. Le UI state qu'on vous parlait tout à l'heure qui était assez joli. En fait, c'est je récupère ça. Donc c'est pas ouf. On va utiliser du coup une lib qui s'appelle SourceKitten, qui va nous permettre de générer un truc un peu plus lisible, comme tout à l'heure on disait ce truc-là. D'autres choses aussi au niveau de l'interopérabilité Swift Objective-C, bah, c'est qu'on va perdre des trucs natifs Swift. Par exemple, les Kotlin Boolean qu'on va récupérer du coup de Kotlin vont être traduits en NSNumber. On va devoir refaire un mapping côté Swift. C'est assez chiant, ça marche. Euh, Autre chose, bah, du coup, on est des héros, mais on a des crashs. Euh, quand les crashs proviennent de KMP, au niveau des logs qu'on va récupérer des crashs, c'est pas forcément très lisible. Donc, on est en train d'utiliser, enfin d'essayer d'utiliser une lib qui s'appelle NS Exception Kotlin, du coup, pour avoir des logs plus lisibles. On n'est pas là encore, on est en train de travailler dessus. Autre chose, du coup, on a parlé de coin tout à l'heure. Donc, c'est de l'injection de dépendance, du coup, mais runtime. Donc, et du coup, la problématique qu'on peut avoir, c'est que vu que c'est au runtime, c'est que quand des devs Android vont faire des modifications côté KMP, ils vont pas toujours prendre le temps de vérifier que ça ne change rien sur iOS. Donc du coup, après sur iOS, on peut se retrouver avec des bugs, enfin des crashs au runtime. Donc avec la CI, on a pu se prémunir de ce problème-là partiellement, mais on doit encore améliorer tout ça. Autre chose, bah, pour le moment, c'est déjà bien. Euh, la bonne nouvelle, oula, ça rend pas très bien. La bonne nouvelle, c'est que du coup, en fait, KMP, ça vient seulement d'être en production ready. Donc, du coup, ils ont sorti la roadmap pour 2024 et ils annoncent plein de bonnes choses, dont l'interopérabilité directement Swift, où KMP est complet en Swift. Donc, je pense que ça reste prometteur pour l'avenir. Après, 2024 nous le dira. Donc, je laisse mes collègues finir. Conclusion. Du coup, maintenant, depuis un mois maintenant, c'est production ready. Ça l'était déjà à peu près en bêta, vous pouvez quand même jouer avec. Mais au moins, on est sûr que maintenant, ils vont faire attention avant de casser des choses dans leur source. Donc, on n'aura pas tout à réécrire. Ça nous a permis quand même d'apprendre pas mal de choses en dehors de KMP finalement, qui est lié plus à Gradle, qui est lié plus à Git, qui est lié plus à d'autres choses. Donc c'était quand même une expérience assez intéressante. Et il faut faire attention de bien... Enfin, notre conseil, ça va être de bien séparer tout ce qui va être de KMP du reste des applications pour débugger plus facilement. Et malgré tout ça, il y a quand même beaucoup de problèmes sur iOS. Euh, mais il y a une communauté très, très active, très grandissante et une roadmap longue comme le bras pour JetBrains. Je suis même pas bosser là-bas en ce moment pour rendre ça beaucoup plus agréable pour iOS. C'est vraiment leur prochain focus. Je crois qu'ils avaient d'abord à cœur de rendre ça performant et après un peu plus facilement utilisable. Et, euh, et pour l'instant, c'est vrai qu'il y a beaucoup de libs qui sont externes à JetBrains qu'il faut trouver un peu à droite, à gauche pour pouvoir améliorer le développement iOS qui ne sont pas forcément proposés directement. Donc, est-ce que vous devriez utiliser KMP dans vos applications? Bah,
Si vous avez- en gros, on a gagné du temps quand même, un peu. On en a perdu beaucoup. Et il y a des endroits où on a juste été normal. Donc sur Android, on avait déjà commencé à utiliser plus que du Kotlin, beaucoup moins de, de Java sur toutes nos libs, sur tous nos modules qui n'étaient pas de la UI. Du coup, ça nous a quasiment rien coûté de passer à KMP. Ça nous a juste coûté de la configuration et beaucoup de temps là-dessus. Et il faut juste avoir des devs iOS très motivés et les supporter dans cette tâche difficile. Mais je pense que c'est quand même très très prometteur par rapport à il y a 2-3 ans où même juste rendre le projet compilable, c'était vraiment pas possible, quoi. Ça prenait déjà une semaine, alors que là on a réussi en une semaine, 2 mois à rendre ça bien propre et à itérer dessus pour mettre des nouvelles features. Donc c'est vraiment cool. Donc si vous n'avez pas peur de vous prendre un petit peu un mur, vous pouvez plonger, mais même si ça peut faire un peu mal. Merci. Est-ce que vous avez des questions? Vas-y. Est-ce que vous arrivez à faire coder les ou le dev iOS en Kotlin? Oui. Vas-y. Bon, Kotlin, on a la chance que ça soit comme Swift, c'est du langage assez récent et joli et compréhensible. Donc, quand j'ai des petites modifications à faire, je les fais. Et puis la surcouche aussi, que je disais tout à l'heure, avec Coin, pour injecter du coup enfin, Coin ou et bah, du coup, je dois la faire du coup côté KMP. Voilà. Mais ça reste du code très simple. Je me perds pas dans les flows ou autre. Je suis très curieux sur la Kotlin Perform, du coup j'ai beaucoup de questions. Peut-être qu'on pourra les garder pour. Je vais commencer par la première. Qu'est-ce qui vous a fait partir vers des fermes du modèle plutôt que du Redux par exemple? Bon courage. Parce que en fait ce pattern de delegate, on l'avait pas mal utilisé sur Android et en fait on aimait bien le fait d'avoir des petits vues modèles, enfin composer un vue modèle de plein de petits vues modèles. Ouais, voilà, c'est ça. Et du coup, on s'est dit, bah, on peut utiliser ce pattern-là pour aussi pour l'équipe iOS, pour leur montrer un peu. Et ça marchait plutôt bien, donc on était parti là-dessus. Ouais, c'est ça. Je peux me dire que ça donnait des boutons, j'aurais compris. Ouais, bah, ouais, j'essaie d'être politiquement correct, mais voilà. Vis-à-vis de Coin, du coup, au niveau des pull requests, comment vous faisiez pour vérifier que le code compilait et comment vous évitiez de tomber dans les pièges où une PR passe et paf, Ah bah, du coup, pour éviter que ça. En fait, Coin, ils ont des modules spéciaux pour la CI pour, quand tu les lances, vérifier que ça va pas cracher et que ça compile et que tu puisses faire ta librairie. Donc, c'est juste une étape dans la CI de. pas trop en termes de temps de vie. Ça coûte que dalle. Bah, enfin, c'est la CI, on a un Chrome Studio qui, qui pulse bien, du coup, ouais, c'est assez rapide. Sur les niveaux des libs Est-ce que je peux aller vers d'autres et après je reviendrai vers toi si. Vas-y. Tu parlais de mettre KMP dans un. Enfin, c'est d'ailleurs ce que vous avez fait, mettre Hmm. KMP dans un seul module. Ouais. Aujourd'hui, c'est pas trop la recommandation de JetBrains. Oui. Et du coup, je voulais savoir un peu ce qui vous a amené à ça et comment. Est-ce que vous comptez faire ça encore à l'avenir ou non? Parce que par exemple, quand on voit JetBrains qui a sorti son éditeur Fleet, qui Ouais. a tout récemment a annoncé que pour faire du KMP, il fallait Mhm. passer par Fleet parce que notamment, tu parlais de Oui. reliabilité. Tout à fait. Ça allait être fantastique pour débugger parce que ta stack trace elle pouvait passer, elle serait à la fois Ouais. elle intégrerait à la fois Kotlin et Swift dans la même stack trace. Bon voilà. Effectivement, on a vu passer ça. Ça remet un peu en question ce qu'on a fait. Euh,
on a fait ce choix-là techniquement parce que ça s'adaptait à notre CI et que dans le budget qu'on avait de 2 semaines, reprendre l'app et commencer des nouvelles features, c'était beaucoup plus rapide pour nous de faire comme ça. L'inconvénient qu'on peut avoir aussi avec justement un sous-module pour KMP, c'est que il faut quand même que les applications divergent pas trop. Parce que forcément, enfin, tu peux choisir ton commit sur lequel tu vas aller. Mais s'il y en a une qui. Ouais, si que ça commit avant pour revenir sur develop, etc., ça va être assez compliqué, quoi. Mais tu auras le même problème sur un monolithe, quoi. Soit tu vas avoir 2 repos. Enfin, faudra essayer, mais je pense que je comprends pourquoi ils font ça. Pour l'instant, on n'était pas prêt, justement, comme KMP, c'était pas en prod, c'était pas ready. Non, j'entends, On voulait j'entends bien, que là, mais sur le ouais, projet, ouais. c'est pas possible. C'est normal, en Mm. plus, vous avez Mm. rentre du code, c'est compliqué, Ouais. quoi. Mais à l'avenir, ouais. Que vous voulez faire, peut-être. Oui, c'est totalement envisageable. Si on repart d'un projet from scratch, je pense que cette décision-là, elle revient sur le tapis en premier, oui. Ça marche. Merci. Ok. Pour la partie Android, pourquoi utiliser int à la place de coin? Parce qu'on n'aime pas Coin. C'est tout ce qu'il a dit. Non, c'est pas vrai. À l'Unabi, ça fait quelques temps qu'on utilise Ilt pour la plupart de nos projets. On est assez à l'aise avec ce framework. Et en fait, il y a plein de features qu'on aime bien pour tout ce qui est injection via les vues modèles, et aussi le fait de pouvoir avoir des scopes pour la gestion de dépendance, que notre module il soit disponible que dans le cycle de vie d'une activité, ou que du vue modèle, ou de toute l'app. Donc ça, c'est des choses qu'on aime bien jouer avec et qu'on connaît bien plus sur Ilt que sur Coin, en fait. Voilà. Comment je crois qu'il y avait... ou je sais plus. Ah. Parce que Ilt n'est pas compatible. Enfin, il y a pas, Coin c'est Kotlin, donc qui peut être utilisé par KMP et du coup le transmettre à iOS. Ilt, on peut pas l'utiliser dans les modules KMP. Ouais. Ils la font pour tout ce qui est interne à l'app. Après, tout ce qui se passe avant, du coup, on est obligé d'avoir un truc une DI en Kotlin. Du coup, on passe par Coin. Vous utilisez à la fois Ilt et Coin pour... Non. En fait, on a séparé les deux. Je sais pas si tu veux répondre. Mais en fait, on a séparé. On a séparé les deux. Quand on met dans le target iOS, Android, on a Ilt, et pour iOS, c'est Coin. Et du coup, en fait, techniquement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis l'annotation inject, donc pour ceux qui utilisent Ilt connaissent, qui est en expect actual, en fait. En gros, en expect, on a écrit l'annotation inject. On a fait son implémentation Android où, du coup, on utilise Ilt. Et par contre, pour le côté iOS, ça fait rien. Donc en fait, dans tout le code KMP, on a des annotations inject qui nous permettent d'utiliser Ilt pour Android. Et sur iOS, du coup, on fait l'injection via Coin dans les targets iOS. Vous n'avez pas essayé de bidouiller une vieille version de Dagger 1, quoi. Ouais, pas le temps, pas l'envie.